Frédéric Bastiat. Ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. 1850. Dans la sphère économique, un acte, une habitude, une institution, une loi n'engendre pas seulement un effet mais une série d'effets. De ces effets, le seul premier est immédiat. Il se manifeste simultanément avec sa cause. On le voit. Les autres ne se déroulent que successivement. On ne les voit pas. Heureux si on les prévoit. Entre un mauvais et un bon économiste, voici toute la différence. L'un s'en tient à l'effet visible, l'autre tient compte de l'effet qu'on voit et de ceux qu'il faut prévoir. Mais cette différence est énorme, car il arrive presque toujours que lorsque les conséquences immédiates sont favorables, les conséquences ultérieures sont funestes et vice-versa. D'où il suit que le mauvais économiste poursuit un petit bien actuel qui sera suivi d'un grand mal à venir, tandis que le vrai économiste poursuit un grand bien à venir au risque d'un petit mal actuel. Du reste, il en est ainsi en hygiène, en morale. Souvent, plus le premier fruit d'une habitude est doux, plus les autres sont amers. Témoin, la débauche, la paresse, la prodigalité. Lors donc un homme frappé de l'effet qu'on voit n'a pas encore appris à discerner ceux qu'on ne voit pas, il s'abandonne à des habitudes funestes, non seulement par penchant, mais par calcul. Ceci explique l'évolution fatalement douloureuse de l'humanité. L'ignorance entoure son berceau, donc elle se détermine dans ses actes par leurs premières conséquences, les seules à son origine qu'elle puisse voir. Ce n'est qu'à la longue qu'elle apprend à tenir compte des autres. Deux maîtres bien divers lui enseignent cette leçon, l'expérience et la prévoyance. L'expérience régente efficacement mais brutalement. Elle nous instruit de tous les effets d'un acte en nous les faisant ressentir, et nous ne pouvons manquer de finir par savoir que le feu brûle, à force de nous brûler. À ce rude docteur, j'en voudrais autant que possible substituer un plus doux, la prévoyance. Et pourtant, je chercherai les conséquences de quelques phénomènes économiques opposant à celles qu'on voit, celles qu'on ne voit pas. Chapitre 1. La vitre cassée. Avez-vous jamais été témoin de la fureur du bon bourgeois Jacques Bonhomme quand son fils terrible est parvenu à casser un carreau de la vitre? Si vous aviez assisté à ce spectacle, à coup sûr, vous auriez aussi constaté que tous les assistants, fussent-ils 30, semblent s'être donné le mot pour offrir au propriétaire infortuné cette consolation uniforme. À quelque chose, malheur est bon. De tels accidents font aller l'industrie. Il faut que tout le monde vire. Que deviendraient les vitriers si l'on ne cassait jamais de vitres? Or, il y a dans cette formule de condoléance toute une théorie, qu'il est bon de surprendre flagrante delicto, dans ce cas très simple, attendu que c'est exactement la même que celle qui, par malheur, régit la plupart de nos institutions économiques. À supposer qu'il faille dépenser 6 francs pour réparer le dommage, si l'on veut dire que l'accident fait arriver 6 francs à l'industrie vitrière, qu'il encourage dans la mesure de 6 francs la sudite industrie, je l'accorde, je ne conteste en aucune façon, on raisonne juste. Le vitrier va venir, il fera besogne, touchera 6 francs, se frottera les mains et baignera dans son cœur l'enfant terrible. C'est ce qu'on voit. Mais si, par voie de déduction, on arrive à conclure, comme on le fait trop souvent, qu'il est bon qu'on casse les vitres, que cela fait circuler l'argent, qu'il en résulte un encouragement pour l'industrie en général, je suis obligée de m'écrier « Halte là ! Votre théorie s'arrête à ce qu'on voit, elle ne tient pas compte de ce qu'on ne voit pas. » On ne voit pas que puisque notre bourgeois a dépensé 6 francs à une chose, il ne pourra plus les dépenser à une autre. On ne voit pas que s'il n'eût pas eu de vitre à remplacer, il eût remplacé par exemple ses souliers éculés ou mis un livre de plus dans sa bibliothèque. Bref, il aurait fait de ces 6 francs un emploi quelconque qu'il ne fera pas. Faisons donc le compte de l'industrie en général. La vitre étant cassée, l'industrie vitrière est encouragée dans la mesure de 6 francs. C'est ce qu'on voit. Si la vitre n'eût pas été cassée, l'industrie cordonnière ou tout autre eût été encouragée dans la mesure de 6 francs. C'est ce qu'on ne voit pas. Et si l'on prenait en considération que ce qu'on ne voit pas
parce que c'est un fait négatif, aussi bien que ce que l'on voit parce que c'est un fait positif, on comprendrait qu'il n'y a aucun intérêt pour l'industrie en général, ou pour l'ensemble du travail national, à ce que des vitres se cassent ou ne se cassent pas. Faisons maintenant le compte de Jacques Bonhomme. Dans sa première hypothèse, celle de la vitre cassée, il dépense 6 francs et a, ni plus ni moins que devant, la jouissance d'une vitre. Dans la seconde, celle où l'accident ne fut pas arrivé, il aurait dépensé 6 francs en chaussures et aurait eu tout à la fois la jouissance d'une paire de souliers que celle d'une vitre. Or, comme Jacques Bonhomme fait partie de la société, il faut conclure de là que, considérée dans son ensemble, et toute balance faite de ses travaux et de ses jouissances, elle a perdu la valeur de la vitre cassée. Par où, en généralisant, nous arrivons à cette conclusion inattendue. La société perd la valeur des objets inutilement détruits. Et à cet aphorisme qui fera dresser les cheveux sur la tête des protectionnistes, casser, briser, dissiper, ce n'est pas encourager le travail national, ou plus brièvement, destruction n'est pas profit. Que direz-vous, moniteur industriel? Que direz-vous, adepte de ce bon monsieur de Saint-Chamond, qui a calculé avec tant de précision ce que l'industrie gagnerait à l'incendie de Paris, à raison des maisons qu'il faudrait reconstruire? Je suis fâché de déranger ces ingénieux calculs, d'autant qu'il en a fait l'esprit de notre législation. Mais je le prie de les recommencer, en faisant entrer en ligne de compte ce qu'on ne voit pas, à côté de ce qu'on voit. Il faut que le lecteur sache à bien constater qu'il n'y a pas seulement 2 personnages, mais 3 dans le petit drame que j'ai soumis à son attention. L'un, Jacques Bonhomme, représente le consommateur, réduit par la destruction à une jouissance au lieu de 2. L'autre, sous la figure du vétrier, nous montre le producteur dont l'accident encourage l'industrie. Le troisième est le cordonnier, ou tout autre industriel, dont le travail est découragé d'autant par la même cause. C'est ce troisième personnage qu'on tient toujours dans l'ombre et qui, personnifiant ce qu'on ne voit pas, est un élément nécessaire du problème. C'est lui qui nous fait comprendre combien il est absurde de voir un profit dans une destruction. C'est lui qui bientôt nous enseignera qu'il n'est pas moins absurde de voir un profit dans une destruction, laquelle n'est après tout qu'une destruction partielle. Aussi, allez au fond de tous les instruments qu'on fait valoir en sa faveur, vous n'y trouverez que la paraphrase de ce dicton vulgaire: que deviendraient les vitriers si l'on ne cassait jamais de vitres? Chapitre 2. Le licenciement. Il en est d'un peuple comme d'un homme. Quand il veut se donner une satisfaction, c'est à lui de voir si elle vaut ce qu'elle coûte. Pour une nation, la sécurité est le plus grand des biens. Si pour l'acquérir il faut mettre sur pied 100 000 hommes et dépenser 100 millions, je n'ai rien à dire. C'est une jouissance achetée au prix d'un sacrifice. Qu'on ne se méprenne donc pas sur la portée de ma thèse. Un représentant propose de licencier 100 000 hommes pour soulager les contribuables de 100 millions. Si on se borne à lui répondre, ces 100 000 hommes et 100 millions sont indispensables à la sécurité nationale, c'est un sacrifice. Mais sans ce sacrifice, la France serait déchirée par les factions ou envahie par l'étranger. Je n'ai rien à opposer ici à cet argument, qui peut être vrai ou faux en fait, mais qui ne referme pas théoriquement d'hérésie économique. L'hérésie commence quand on veut présenter le sacrifice lui-même comme un avantage parce qu'il profite à quelqu'un. Or, je suis bien trompé, ou l'auteur de la proposition ne sera pas plutôt descendu de la tribune qu'un orateur s'y précipitera pour dire: licencier 100 000 hommes, y pensez-vous? Que vont-ils devenir? De quoi vivront-ils? Sera-ce un travail? Mais ne savez-vous pas que le travail manque partout, que toutes les carrières sont encombrées? Voulez-vous les jeter sur la place pour y augmenter la concurrence et peser sur le taux des salaires? Au moment où il est si difficile de gagner sa pauvre vie, n'est-il pas heureux que l'État donne du pain à 100 000 individus? Considérez de plus que l'armée consomme du vin, des vêtements, des armes, qu'elle répand aussi l'activité dans les fabriques, dans les villes de garnison, et qu'elle est, en définitive, la providence de ses innombrables fournisseurs. Ne frémissez-vous pas à l'idée d'anéantir cet immense mouvement industriel? Ce discours, on le voit,
conclu au maintien des 100 000 soldats, abstraction faite des nécessités du service et par des considérations économiques. Ce sont des considérations seules que j'ai à réfuter. 100 000 hommes, coûtant aux contribuables 100 millions, vivent et font vivre leurs fournisseurs autant que seuls millions peuvent s'étendre. C'est ce qu'on voit. Mais 100 millions, sortis de la poche des contribuables, cessent de faire vivre ces contribuables et leurs fournisseurs autant que 100 millions peuvent s'étendre. C'est ce qu'on ne voit pas. Calculez, chiffrez, et dites-moi où est le profit pour la masse. Quant à moi, je vous dirai où est la perte, et pour simplifier, au lieu de parler de 100 000 hommes ou de 100 millions, raisonnons sur un homme et 1000 francs. Nous voilà dans le village de A. Les recruteurs font la tournée et y enlèvent un homme. Les précepteurs font leur tournée aussi et y enlèvent 1000 francs. L'homme et la somme sont transportés à Metz, l'une destinée à faire vivre l'autre pendant 1 an sans rien faire. Si vous ne regardez que Metz, oh, vous avez 100 fois raison, la mesure est très avantageuse. Mais si vos yeux se portent sur le village de A, vous jugerez autrement, car, à moins d'être aveugle, vous verrez que ce village a perdu un travailleur et les 1000 francs qui rémunéraient son travail, et l'activité que par la dépense de ces 1000 francs, il répandait autour de lui. Au premier coup d'œil, il semble qu'il y ait compensation. Le phénomène qui se passait au village se passe à Metz, et voilà tout. Mais voici où est la perte. Au village, un homme bêchait et labourait, c'était un travailleur. À Metz, il fait des têtes droites et des têtes gauches, c'est un soldat. L'argent et la circulation sont les mêmes dans les 2 cas, mais dans l'un, il y avait 300 journées de travail productif. Dans l'autre, il y a 300 journées de travail improductif. Toujours dans la supposition qu'une partie de l'armée n'est pas indispensable à la sécurité publique. Maintenant, vienne le licenciement. Vous me signalez un surcroît de 100 000 travailleurs, la concurrence stimulée et la pression qu'elle exerce sur le taux des salaires. C'est ce que vous voyez. Mais voici ce que vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas que renvoyer 100 000 soldats, ce n'est pas anéantir 100 millions, c'est les remettre aux contribuables. Vous ne voyez pas que jeter ainsi 100 000 travailleurs sur le marché, c'est y jeter du même coup les 100 millions destinés à payer leur travail. Que par conséquent, la même mesure qui augmente l'offre des bras en augmente aussi la demande, d'où il suit que votre baisse des salaires est illusoire. Vous ne voyez pas qu'avant, comme après le licenciement, il y a dans le pays 100 millions correspondant à 100 000 hommes, que toute la différence consiste en ceci. Avant, le pays livre les 100 millions aux 100 000 hommes pour ne rien faire. Après, il leur livre pour travailler. Vous ne voyez pas enfin que lorsqu'un contribuable donne son argent, soit à un soldat en échange de rien, soit à un travailleur en échange de quelque chose, toutes les conséquences ultérieures de la circulation de cet argent sont les mêmes dans les 2 cas. Seulement, dans le second cas, le contribuable reçoit quelque chose. Dans le premier, il ne reçoit rien. Résultat, une perte sèche pour la nation. Le sophisme que je combats ici ne résiste pas à l'épreuve de la progression, qui est la pierre de touche des principes. Si tout compensé, tout intérêt examiné, il y a profit national à augmenter l'armée, pourquoi ne pas enrôler sous les drapeaux toute la population virile du pays? Chapitre 3. L'impôt. Ne vous est-il jamais arrivé d'entendre dire « L'impôt, c'est le meilleur placement, c'est une rosée féconde. Voyez combien de familles il fait vivre et suivez par la pensée ses ricochets sur l'industrie, c'est l'infini, c'est la vie. » Pour combattre cette doctrine, je suis obligé de reproduire la réfutation précédente. L'économie politique sait bien que ces arguments ne sont pas assez divertissants pour qu'on en puisse dire « repetita placent ». Aussi, comme Basile, elle a arrangé le programme à son usage, bien convaincue que dans sa bouche « replecita docent ». Les avantages que les fonctionnaires trouvent à émerger, c'est ce qu'on voit. Le bien qui en résulte pour les fournisseurs, c'est ce qu'on voit encore. Cela crève les yeux du cœur. Mais le désavantage que les contribuables éprouvent à se libérer, c'est ce qu'on ne voit pas. Et le dommage qui en résulte pour les fournisseurs, c'est ce qu'on ne voit pas. Davantage, bien que cela dût sauter aux yeux de l'esprit. Quand un fonctionnaire dépense à son profit 100 sous de plus,
Cela implique qu'un contribuable dépense à son profit 100 sous de moins. Mais la dépense du fonctionnaire se voit parce qu'elle se fait, tandis que celle du contribuable ne se voit pas parce que, hélas, on l'empêche de se faire. Vous comparez la nation à une terre desséchée et l'impôt à une pluie féconde. Soit, mais vous devriez vous demander aussi où sont les sources de cette pluie et si ce n'est pas précisément l'impôt qui pompe l'humidité du sol et le dessèche. Vous devriez vous demander encore s'il est possible que le sol reçoive autant de cette eau précieuse par la pluie qu'il en perd par l'évaporation. Ce qu'il y a de très positif, c'est que quand Jacques Bonhomme compte 100 sous au percepteur, il ne reçoit rien en retour. Quand ensuite un fonctionnaire dépense ses 100 sous, les rend à Jacques Bonhomme, c'est contre une valeur égale en blé ou en travail. Le résultat définitif est pour Jacques Bonhomme une perte de 5 francs. Il est très vrai que souvent, le plus souvent si l'on veut, le fonctionnaire rend à Jacques Bonhomme un service équivalent. En ce cas, il n'y a pas de perte de part ni d'autre, il n'y a qu'échange. Aussi, mon argument ne s'adresse-t-elle nullement aux fonctions utiles. Je dis ceci, si vous voulez créer une fonction, prouvez son utilité. Démontrez qu'elle vaut à Jacques Bonhomme par les services qu'elle lui rend l'équivalent de ce qu'elle lui coûte. Mais abstraction faite de cette inutilité intrinsèque, n'invoquez pas comme argument l'avantage qu'elle confère aux fonctionnaires, à sa famille et à ses fournisseurs. N'alléguez pas qu'elle favorise le travail. Quand Jacques Bonhomme donne 100 sous à un fonctionnaire contre un service réellement utile, c'est exactement quand il donne 100 sous à un cordonnier contre une paire de souliers. Donnant, partant quitte. Mais quand Jacques Bonhomme livre 100 sous à un fonctionnaire pour n'en recevoir aucun service, ou même pour en recevoir des vexations, c'est comme s'il les livrait à un voleur. Il ne sert de rien de dire que le fonctionnaire dépensera ses 100 sous au grand profit du travail national. Autant en eût fait le voleur, autant en ferait Jacques Bonhomme s'il n'eût rencontré sur son chemin ni le parasite extralégal, ni le parasite légal. Habituons-nous donc à ne pas juger des choses seulement par ce qu'on voit, mais encore par ce qu'on ne voit pas. L'an passé, j'étais du comité des finances, car sous la Constituante, les membres de l'opposition n'étaient pas systématiquement exclus de toutes les commissions. En cela, la Constituante agissait sagement. Nous avons entendu M. Thiers dire « J'ai passé ma vie à combattre les hommes du parti légitimiste et du parti prêtre. Depuis que le danger commun nous a rapprochés, depuis que je les fréquente, que je les connais, que nous nous parlons cœur à cœur, je me suis aperçu que ce ne sont pas les monstres que je m'étais figurés. Oui, les défiances s'exagèrent, les haines s'exaltent entre les partis qui ne se mêlent pas, et si la majorité laissait pénétrer dans le sein des commissions quelques membres de la minorité, peut-être reconnaîtrait-on de part et d'autre que les idées ne sont pas aussi éloignées, et surtout les intentions aussi perverses que l'on suppose. Quoi qu'il en soit, l'an passé, j'étais du comité des finances. Chaque fois qu'un de nos collègues parlait de fixer à un chiffre modéré le traitement du président de la République, des ministres, des ambassadeurs, on lui répondait « Pour le bien même du service, il faut entourer certaines fonctions d'éclat et de dignité. C'est le moyen d'y appeler les hommes de mérite. D'innombrables infortunes s'adressent au président de la République, et ce serait le placer dans une position pénible que de le forcer à toujours refuser. Une certaine représentation dans les salons ministériels et diplomatiques est un des rouages du gouvernement constitutionnel, etc., etc. Quoique de tels arguments puissent être controversés, ils méritent certainement un examen sérieux. Ils sont fondés sur l'intérêt public bien ou mal apprécié, et quant à moi, j'en fais plus de cas que beaucoup de nos catons, mus par un esprit étroit de lésinerie ou de jalousie. Mais ce qui récolte ma conscience économique, ce qui me fait rougir par la renommée intellectuelle de mon pays, c'est quand on en vient, ce à quoi on ne manque jamais, à cette banalité absurde et toujours favorablement accueillie. D'ailleurs, le luxe des grands fonctionnaires encourage les arts, l'industrie, le travail. Le chef de l'État et ses ministres ne peuvent donner des festins et des soirées sans faire circuler la vie dans toutes les veines du corps social. Réduire leur traitement, c'est affamer l'industrie parisienne, et par contre-coup l'industrie nationale. De grâce, messieurs, respectez au moins l'arithmétique, et ne venez pas dire devant l'Assemblée nationale de France, de peur qu'à sa honte elle ne vous approuve, qu'une addition donne une somme différente, selon qu'on la fait de haut en bas ou de bas en haut.
Quoi ? Je vais m'arranger avec un terrassier pour qu'il fasse une rigole dans mon champ moyennant 100 sous. Au moment de conclure, le percepteur me prend mes 100 sous et les fait passer au ministre de l'Intérieur. Mon marché est rompu. Mais monsieur le ministre ajoutera un plat de plus à son dîner. Sur quoi vous osez m'affirmer que cette dépense officielle est un surcroît ajusté à l'industrie nationale ? Ne comprenez-vous pas qu'il n'y a là qu'un simple déplacement de satisfaction et de travail ? Un ministre a sa table mieux garnie, c'est vrai, mais un agriculteur a un champ moins bien desséché, et c'est tout aussi vrai. Un traiteur parisien a gagné 100 sous, je vous l'accorde, mais accordez-moi qu'un terrassier provincial a manqué de gagner 5 francs. Tout ce qu'on peut dire, c'est que le plat officiel et le traiteur satisfait, c'est ce qu'on voit. Le champ noyé et le terrassier désœuvré, c'est ce qu'on ne voit pas. Bon Dieu, que de peine à prouver en économie politique que 2 et 2 font 4. Et si vous y parvenez, on s'écrie « c'est si clair que c'en est ennuyeux ». Et puis on vote comme si vous n'aviez rien prouvé du tout. Chapitre 4. Le théâtre, les beaux-arts. L'État doit-il subventionner les arts ? Il y a certes beaucoup à dire pour et contre. En faveur du système des subventions, on peut dire que les arts élargissent, élèvent et poétisent l'âme d'une nation, qu'ils l'arrachent à des préoccupations matérielles, lui donnent le sentiment du beau et réagissent ainsi favorablement sur ses manières, ses coutumes, ses mœurs et même sur son industrie. On peut se demander où en serait la musique en France sans le théâtre italien et le conservatoire, l'art dramatique sans le théâtre français, la peinture et la sculpture sans nos collections et nos musées. On peut aller plus loin et se demander si, sans la centralisation et par conséquent la subvention des beaux-arts, ce goût exquis se serait développé, qu'il est le noble apanage du travail français et impose ses produits à l'univers entier. En présence de tels résultats, ne serait-ce pas une haute imprudence que de renoncer à cette modique cotisation de tous les citoyens qui, en définitive, réalisent au milieu de l'Europe leur supériorité et leur gloire ? À ces raisons et bien d'autres dont je ne conteste pas la force, on peut en opposer de non moins puissantes. Il y a beaucoup, pourrait-on dire, une question de justice distributive. La loi du législateur va-t-il jusqu'à ébrécher le salaire de l'artisan pour constituer un supplément de profit à l'artiste ? Monsieur Lamartine disait « Si vous supprimez la subvention d'un théâtre, où vous arrêtez-vous dans cette voie ? Et ne serez-vous pas logiquement entraîné à supprimer vos facultés, vos musées, vos instituts, vos bibliothèques ? On pourrait répondre « Si vous voulez subventionner tout ce qui est bon et inutile, où vous arrêtez-vous dans cette voie ? Et ne serez-vous pas entraîné logiquement à constituer une liste civile à l'agriculture, à l'industrie, au commerce, à la bienfaisance, à l'instruction ? Ensuite, est-il certain que les subventions favorisent le progrès de l'art ? C'est une question qui est loin d'être résolue. Et nous voyons de nos yeux que les théâtres qui prospèrent sont ceux qui vivent de leur propre vie. Enfin, s'élevant à des considérations plus hautes, on peut faire observer que les besoins et les désirs naissent les uns des autres et s'élèvent dans des régions de plus en plus épurées, à mesure que la richesse publique permet de les satisfaire. Que le gouvernement n'a point à se mêler de cette correspondance, puisque dans un état donné de la fortune actuelle, il ne saurait stimuler par l'impôt les industries de luxe sans froisser les industries de nécessité, intervertissant ainsi la marche naturelle de la civilisation. On peut faire observer que ces déplacements artificiels des besoins, des coûts, du travail et de la population placent les peuples dans une situation précaire et dangereuse qui n'a plus de base solide. Voici quelques-unes des raisons qu'allèguent les adversaires de l'intervention de l'État, en ce qui concerne l'ordre dans lequel les citoyens croient devoir satisfaire leurs besoins et leurs désirs, et par conséquent diriger leur activité. Je suis de ceux, je l'avoue, qui pensent que le choix, l'impulsion doit venir d'en bas et non d'en haut, des citoyens, non du législateur, et la doctrine contraire me semble conduire à l'anéantissement de la liberté et de la dignité humaine. Mais par une déduction aussi fausse qu'injuste, sait-on de quoi on accuse les économistes ? C'est quand nous repoussons la subvention de repousser la seule chose même qu'il s'agit de subventionner, et d'être les ennemis de tous les genres d'activités parce que nous voulons que ces activités, d'une part, soient libres, et de l'autre, cherchent en elles-mêmes leur propre récompense.
Ainsi, demandons-nous que l'État n'intervienne pas par l'impôt dans les matières religieuses. Nous sommes des athées. Demandons-nous que l'État n'intervienne pas par l'impôt dans l'éducation. Nous haïssons les Lumières. Disons-nous que l'État ne doit pas donner par l'impôt une valeur factice au sol à tel ordre d'industrie. Nous sommes les ennemis de la propriété et du travail. Pensons-nous que l'État ne doit pas subventionner les artistes? Nous sommes des barbares qui jugeons les arts inutiles. Je proteste ici de toutes mes forces contre ces déductions. Loin que nous entretenions l'absurde pensée d'anéantir la religion, l'éducation, la propriété, le travail et les arts, que nous demandons que l'État protège le libre développement de tous ces ordres d'activités humaines, sans les soudoyer aux dépens les uns des autres. Nous croyons au contraire que toutes ces forces vives de la société se développeraient harmonieusement sous l'influence de la liberté, qu'aucune d'elles ne deviendrait, comme nous le voyons aujourd'hui, une source de troubles, d'abus, de tyrannie et de désordre. Nos adversaires croient qu'une activité qui n'est ni soudoyée ni réglementée est une activité anéantie. Nous croyons le contraire. Leur foi est dans le législateur, non dans l'humanité. La nôtre est dans l'humanité, non dans le législateur. Ainsi, M. Lamartine disait « Au nom de ces principes, il faut abolir les expositions publiques qui font l'honneur et la richesse de ce pays. » Je réponds à M. Lamartine. À votre point de vue, ne pas subventionner, c'est abolir, parce que partant de cette donnée que rien n'existe que par la volonté de l'État, vous en concluez que rien ne vit que ce que l'impôt fait vivre. Mais je retourne contre vous l'exemple que vous avez choisi et je vous fais observer que la plus grande, la plus noble des expositions, celle qui est conçue dans la pensée la plus libérale, la plus universelle, et je puis même me servir du mot humanitaire, qui n'est pas ici exagéré, c'est l'exposition qui se prépare à Londres, la seule dont aucun gouvernement ne se mêle et aucun impôt ne surdoit. Revenant aux beaux-arts, on peut, je le répète, alléguer pour et contre le système des subventions des raisons puissantes. Le lecteur comprend que d'après l'objet spécial de cet écrit, je n'ai ni à exposer ces raisons, ni à décider entre elles. Mais M. Lamartine a mis en avant un argument que je ne puis passer sous silence, car il entre dans le cercle très précis de cette étude économique. Il a dit « La question économique en matière de théâtre se résume en un seul mot, c'est du travail. Peu importe la nature de ce travail, c'est un travail aussi fréquent, aussi productif que toute autre nature de travaux dans une nation. Les théâtres, vous le savez, ne nourrissent pas moins, ne salarient pas moins en France que 80 000 ouvriers de toute nature, peintres, maçons, décorateurs, costumiers, architectes, etc., qui sont la vie même et le mouvement de plusieurs quartiers de cette capitale, et à ce titre, ils doivent obtenir vos sympathies. Vos sympathies, traduisez vos subventions. Et plus loin, les plaisirs de Paris sont le travail et la consommation des départements, et les luxes du riche sont le salaire et le pain de 200 000 ouvriers de toute espèce, vivant de l'industrie si multiple des théâtres sur la surface de la République, et recevant de ces plaisirs nobles qui illustrent la France l'aliment de leur vie et le nécessaire de leur famille et de leurs enfants. C'est à eux que vous donnez ces 60 000 francs. Très bien, nombreuses marques d'approbation. Pour moi, je suis forcé de dire très mal, en restreignant bien entendu la portée de ce jugement à l'argument économique dont il est ici question. Ici, c'est aux ouvriers du théâtre qui auront, au moins en partie, les 60 000 francs dont il s'agit. Quelques bris pourront bien s'égarer en chemin. Même si on scrutait la chose de près, peut-être découvrirait-on que le gâteau prendra une autre route. Heureux les ouvriers s'il leur reste quelques miettes, mais je veux bien admettre que la subvention entière ira aux peintres, décorateurs, costumiers, coiffeurs, etc. C'est ce qu'on voit. Mais d'où vient-elle ? Voilà le revers de la question, tout aussi important à examiner que la face. Où est la source des 60 000 francs ? Et où iront-ils si un vote législatif ne les dirigeait d'abord vers la rue Rivoli et de là vers la rue Grenelle ? C'est ce qu'on ne voit pas. Assurément, nul n'osera soutenir que le vote législatif a fait éclore cette somme dans l'urne du scrutin, qu'elle est une pure adduction faite à la richesse nationale, et que sans ce vote miraculeux, ces 60 000 francs eussent jamais été invisibles et impalpables. Il faut bien admettre que tout ce qu'a fait faire la majorité, c'est de décider qu'il serait pris quelque part pour être envoyé quelque part,
et qu'il ne recevrait une destination que parce qu'il serait détourné d'une autre. La chose étant ainsi, il est clair que le contribuable qui aura été taxé à 1 franc n'aura plus ce franc à sa disposition. Il est clair qu'il sera privé d'une satisfaction dans la mesure d'1 franc, et que l'ouvrier, quel qu'il soit, qui la lui reprocuré, sera privé de salaire dans la même mesure. Nous ne faisons donc pas cette puérile illusion de croire que le vote du 16 mai ajoute quoi que ce soit au bien-être et au travail national. Il déplace les jouissances, il déplace les salaires, voilà tout. Dira-t-on qu'à un genre de satisfaction et à un genre de travail, il substitue des satisfactions et des travaux plus urgents, plus moraux, plus raisonnables? Je pourrais lutter sur ce terrain, je pourrais dire, en arrachant 60 000 francs aux contribuables, vous diminuez les salaires des laboureurs, terrassiers, charpentiers, forgerons, et vous augmentez d'autant les salaires des coiffeurs, chanteurs, décorateurs et costumiers. Rien ne prouve que cette dernière classe soit plus intéressante que l'autre. Monsieur Lamartine ne l'allègue pas. Il dit lui-même que le travail des théâtres est aussi fécond, aussi productif, et non plus que tout autre, ce qui pourrait encore être contesté, car la meilleure preuve que le second n'est pas aussi fécond que le premier, c'est que celui-ci est appelé à soudoyer celui-là. Mais cette comparaison entre la valeur et le mérite intrinsèque des différentes natures de travaux n'entre pas dans mon sujet actuel. Tout ce que j'ai à faire ici, c'est de montrer que si M. Lamartine et les personnes qui ont applaudi à son argument ont vu de l'œil gauche les salaires gagnés par les fournisseurs des comédiens, ils auraient dû voir de l'œil droit les salaires perdus par les fournisseurs des contribuables, faute de quoi ils se sont exposés au ridicule de prendre un déplacement pour un gain. S'ils étaient conséquents à leur doctrine, ils demanderaient des subventions à l'infini, car ce qui est vrai d'1 franc et de 60 000 francs est vrai dans des conditions identiques d'1 milliard de francs. Quand il s'agit d'impôts, messieurs, prouvez en l'utilité par des raisons tirées du fond, mais non point par cette malencontreuse assertion. Les dépenses publiques font vivre la classe ouvrière. Elle a le tort de dissimuler un fait essentiel, à savoir que les dépenses publiques se substituent toujours à des dépenses privées, et que par conséquent, elles font bien vivre un ouvrier au lieu d'un autre, mais n'ajoutent rien au lot de la classe ouvrière prise en masse. Votre argumentation est forte à la mode, mais elle est trop absurde pour que la raison n'en ait pas raison.